Eh bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de la situation dans la région, mais plus précisément les voies maritimes, l'impact de cette guerre sur la circulation maritime, sur l'économie, voire sur l'économie mondiale. On aimerait bien rappeler que les gardiens de la Révolution ont affirmé hier dans un communiqué avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz, point de passage justement clé pour le commerce mondial de pétrole à l'entrée du Golfe Persique. De l'autre côté, c'est Donald Trump, le président américain, qui a déclaré que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers si nécessaire à travers le détroit. Comment voyez-vous ces déclarations contradictoire, si l'on peut le dire? Tout simplement, comme on le sait tous, ce que nous observons, c'est pas seulement la confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran de point de vue militaire, mais c'est une bataille aussi autour du contrôle des routes énergétiques. Il inclut certainement les détroits, ce qui affecte d'une manière ou d'une autre les équilibres économiques mondiaux. Alors, ça devient un vrai champ de bataille. Je veux dire que c'est pas uniquement le territoire iranien, mais c'est aussi la mer. Comme vous venez de le préciser, le détroit d'Ormuz concentre une partie essentielle de l'approvisionnement énergétique mondial, et avec certainement le canal du Suez, ce qui est important pour nous, et les deux ensemble représentent les piliers du commerce international, notamment du pétrole, qui est un élément et un facteur très sensible à toute perturbation, que ce soit militaire ou autre, parce que ce sont des affaires fragiles. Et leur absence, leur sécurité suffoque l'économie mondiale. Alors, il est évident de parler que le détroit d'Ormuz est un checkpoint énergétique mondial à cause certainement du flux d'habitude régulier qui passe par ce détroit. On parle à peu près de 20% du pétrole mondial. Alors, on parle d'un cinquième de ce pétrole qui transite quotidiennement et inclut aussi pas seulement le pétrole, mais le gaz naturel liquéfié. Alors, dans le cas actuel, le cas d'une escalade militaire, le danger ne réside pas seulement, même si on parle d'une fermeture officielle du détroit, qui serait certainement un acte de guerre majeure, mais même les menaces hybrides, que ce soit des attaques de drones, des missiles, des mines ou n'importe quel danger, oui. Alors cela provoque une hausse immédiate des prix à cause de l'os qui va subir les primes d'assurance maritime. On doit certainement essayer de contrôler ça par une réduction du tarif, du prix du pétrole, et certainement à cause de la nervosité extrême des marchés. Cela sûrement va perturber pas seulement le prix du pétrole, mais le coût de tout autre produit qui dépend, dont je parle de la majorité des produits, qui dépend sur le prix de ce pétrole. Très bien. La question concerne d'un côté le détroit d'Ormuz, mais il y a aussi cette question liée
à l'essence, au pétrole même et au gaz naturel, c'est-à-dire suite à la guerre russo-ukrainienne, ce sont de grands pays qui se sont tournés plutôt vers le pétrole du Golfe, ou qu'on comptait un peu plus sur le pétrole du Golfe pour alimenter justement, pour s'alimenter en pétrole. Aujourd'hui, d'un côté, il y a cette guerre russo-ukrainienne, la Russie et l'Ukraine qui fournissent du pétrole et du gaz naturel, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour le Japon, la Chine, les pays asiatiques en général. Et il y a de l'autre côté cette partie du monde, le Proche-Orient, les pays du Golfe qui sont aujourd'hui concernés, que ce soit par leur présence, leur situation géopolitique, leur situation géographique, mais aussi par le détroit d'Ormuz. Quels sont les scénarios possibles selon vous? Alors, premièrement, il faut voir la vue globale de la situation. Je pense que les États-Unis, quand ils ont pensé à kidnapper le président vénézuélien. Pardon? Vénézuélien. Exactement. Oui. Alors, c'était pour se préparer pour cette guerre et sachant que comment est-ce que le danger ou le risque du détroit d'Ormuz peut affecter les marchés américains. Et du coup, cette question n'était pas loin de la pensée de l'administration américaine et du président Trump quand il a décidé de s'emparer du pétrole du Venezuela pour sécuriser ses besoins et les besoins de ses alliés du pétrole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que la question de la guerre de l'Iran, il ne s'agit pas tout simplement de l'Iran en tant que pays tel qu'ils le voient les Américains ou Israël, un pays voyou, et qu'on doit le mettre dans sa position normale et dans son volume normal. Mais aussi, il y a une guerre économique avec la Chine qui dépendait beaucoup sur le pétrole de l'Iran. Alors, c'est une frappe à double lame, si je peux dire, parce que cela aussi heurte la Chine d'un côté, et d'autre côté, certainement, c'est de sécuriser Israël du point de vue le danger iranien. Alors, vous parlez comment est-ce que les scénarios dont on parle. Alors, il y a un premier scénario, ce sont les perturbations ponctuelles. Alors, on parle des incidents isolés, mais répétés quand même, et cela entraîne toujours une hausse progressive des coûts logistiques pour exporter et importer le pétrole. Alors, deuxième scénario, alors on peut parler d'un blocage, même partiel du détroit. Alors, cela pourrait alors, le pétrole pourra dans ce cas dépasser les $120, peut-être le baril. Alors, si on parle aussi de la guerre, d'une guerre régionale élargie, on peut dire ça le troisième scénario. Alors, s'il y aura une extension du conflit à d'autres acteurs régionaux, cela va impacter d'une manière simultanée le Golfe et la mer Rouge. Et cela sera plus dangereux, même pour nous, parce qu'il va toucher plusieurs routes maritimes et commerciales à la fois, dont le canal du Suez. Et pour ça, l'Égypte a ces droits d'être inquiet d'un tel scénario, de parler d'une guerre régionale élargie. Très bien, ça c'est un peu délicat lorsque vous parlez d'acteurs régionaux. Que voulez-vous justement par les acteurs régionaux qui peuvent aussi être impliqués dans cette confrontation? Alors, certainement, on parle des pays du Golfe. D'accord. Déjà, les pays du Golfe sont attaqués à plusieurs reprises. L'Iran, je pense, avait l'intention, et je trouve que c'était une faute stratégique, mais l'Iran avait l'intention que quand elle va mettre de la pression sur les pays du Golfe, ces pays vont parler ou négocier avec les États-Unis d'arrêter
leur attaque, l'attaque américo-israélienne sur l'Iran, afin de préserver les territoires des pays du Golfe. Mais la question a été totalement différente parce que les pays du Golfe, à un certain niveau, se sont mis contre l'Iran, et c'était une faute stratégique parce qu'on ne doit pas créer des ennemis depuis le début de la guerre. Alors la réponse normale, c'était de riposter contre les attaques américaines en attaquant les intérêts américains ou israéliens. Mais l'Iran a choisi le passage le plus dur en créant de nouveaux ennemis avec les pays du Golfe. Et les pays du Golfe sont les acteurs dont vous posez la question. Alors ce sont ces pays-là qui peuvent, par exemple, on a entendu plusieurs champs de pétrole fermés pour des raisons de sécurité, même pour le gaz naturel. Le Qatar a arrêté pour quelque temps l'exportation du gaz, et ainsi de suite. Et ça certainement va affecter les marchés mondiaux de l'énergie d'une manière très forte, et cela va certainement affecter le circuit de la guerre même. Parce qu'on ne peut pas supporter une guerre à longue durée à cause de ces perturbations de prix mondiaux. Très bien. Lorsque vous dites qu'on peut pas, le monde peut-être ne peut pas résister longtemps devant une guerre qui peut durer assez longtemps. J'aimerais là venir aux premières déclarations du président américain Donald Trump, lorsque au premier jour, deuxième jour, on a parlé d'une guerre, ou on a peut-être entendu parler d'une guerre qui pourrait durer 4 jours. Donc une guerre limitée avec un délai, une date plus ou moins précise. Et puis les déclarations parlaient plutôt d'une guerre qui pourrait durer encore 2 semaines, voire un peu plus longtemps, qui peuvent dépasser même peut-être les 2 semaines. Certainement, ce n'est pas 4 jours, puisqu'on est déjà au 5e jour de cette confrontation militaire. Donc, est-ce que premièrement, est-ce que vous vous attendez à ce que ça soit 2 semaines? Ça peut durer encore 2 semaines, ça c'est une première question. La deuxième, si c'est le cas, quels sont encore une fois les scénarios possibles, l'impact sur l'économie mondiale d'un côté, mais aussi sur les pays du Golfe? Alors, premièrement, on doit parler d'est-ce que l'Iran peut se tenir encore pour une longue durée. Mais certainement, vous venez juste de le citer, après le fameux discours du président Trump de parlant de quelques jours, il est arrivé même à 4 ou 5 semaines. Et je que cela revient à la nature et à la manière avec laquelle l'Iran a riposté contre les attaques. Et qu'on s'attendait qu'après la disparition du suprême guide Ali Khamenei, que la situation va un peu changer, mais les rapports qui parviennent de l'Iran disent que c'est l'armée plutôt qui contrôle le déroulement de la guerre et les cibles stratégiques de cette armée, et notamment des missiles iraniennes, et quelles sont leurs directions. On entend parler de beaucoup d'attaques sur Israël. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu des attaques assez fortes contre les États-Unis, contre les pièces maritimes des États-Unis, malgré qu'il y a eu quelques essais d'attaquer cela. Parce qu'il y a la défense antiaérienne, effectivement. Exactement, et cette défense antiaérienne est notamment désignée pour Israël. Le dôme de fer dont on parle et protège en première instance Israël, et puis après viennent les pays du Golfe qui ne sont pas, je pense, couverts au même niveau, parce que on sait exactement les relations entre Israël et les États-Unis, qui sont des relations indépendantes de toute autre relation dans la région avec les pays du Golfe ou autres. Alors,
comment est-ce que cela peut affecter l'économie mondiale. Alors, parlons d'une manière assez simple. Alors, si on parle de différents routes, alors on parle par exemple du contournement Le détour. de l'Afrique à travers le cap de Bonne-Espérance. Oui. Alors, et l'utilisation et la diversification des ports de transport pour éviter tout ce qui est le détroit de Hormuz et le golfe Persique et ainsi de suite. Alors, ces alternatives sont coûteux, voilà, assez coûteux, oui, et moins efficaces aussi. Et moins efficaces, oui. Cela va sûrement entraîner une hausse des prix, ce qui va perturber les marchés mondiaux pour tout produit. Toute production dépend sur le pétrole pour pouvoir délivrer les produits finaux. Alors, l'impact, si on utilise par exemple le détour du cap de Bonne-Espérance, alors on parle de au moins 15 jours extra de navigation et certainement, comme je l'ai dit, alors il y aura la hausse du carburant, une immobilisation peut-être plus longue des navires commerciaux et certainement l'augmentation des coûts de fret. Alors tout cela vont inévitablement perturber les importateurs et les exportateurs et certainement à la fin les consommateurs, notamment en Europe, et à cause de la perturbation du flux Asie-Moyen-Orient, et ce qui sera le plus touché par cette hausse de prix et par ce long trajet pour le pétrole. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, une dernière question, si vous me le permettez. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué la Chine et parlons de la Chine. C'est intéressant de rappeler que la Chine a enfin affiché son soutien à l'Iran, s'est déclarée prête à apporter assistance et soutien à l'Iran. Est-ce que ça peut changer la donne un petit peu? Oui, certainement, mais la Chine peut dire quoi exactement à assister l'Iran? On sait tous que la Chine ne s'implique pas militairement. Et la Russie non plus, jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi exactement? Est-ce que la situation peut être remédiée par un support diplomatique ou économique ou autre? Je pense que cela peut un peu apaiser la situation pour l'Iran, mais ne va jamais affecter les attaques aériennes israélo-américaines sur l'Iran. L'Iran, soyons directs et soyons clairs et lucides. Le niveau de support et de coopération entre Israël d'un côté, parce qu'Israël, c'était elle qui a toujours rêvé, et notamment le Premier ministre d'Israël, qui a toujours pensé depuis des décennies qu'on doit attaquer l'Iran et qu'on doit arrêter l'Iran, parce que pour lui, c'est toujours de fragmenter tous les pays qui peuvent représenter un danger pour Israël, doit être attaqué et doit être détruit. On a vu ça avec beaucoup d'autres pays tels que la Syrie et avant ça l'Irak et la Somalie, le Soudan, tout pays. Et c'est pour ça que notre président et notre administration et le gouvernement tous pensent que comment est-ce qu'on peut éviter un scénario d'un confrontement avec Israël. On essaye d'être bien dans notre pays, de sécuriser toutes nos frontières malgré tous les risques qui nous met en danger. Cela dit, il est très important, encore une fois, de souligner que la coopération entre les États-Unis et Israël est totalement différente entre tous les pays du monde, même si j'ose dire, avec les autres superpuissances telles que la Russie ou la Chine. On n'a pas de support inconditionnel
tel que Israël reçoit des États-Unis. Et c'est pour ça que toujours il y aura un déséquilibre en ce qui concerne, que ce soit l'armement ou que ce soit le niveau de coopération avec les autres pays de la région. Un objectif commun. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie infiniment. Madame, monsieur, juste après la pause, nous allons parler des derniers développements de la situation, mais aussi, encore une fois, on reste avec l'impact économique de cette guerre. Restez avec nous.